un Boeing 737-800 s'aligne pour son approche finale, lorsque soudainement le pilote automatique tourne l'avion dans la mauvaise direction. Combien de pannes faut-il pour que les pilotes se méfient de l'appareil? Et que se passe-t-il lorsqu'ils le font? Restez avec nous. Un grand merci à Brilliant pour le sponsoring de cette vidéo. Le matin du 30 décembre 2016, un équipage de Royal Air Maroc se préparait à faire voler leur Boeing 737-800 depuis l'aéroport international de Rabat-Salé au Maroc en direction de l'aéroport de Paris-Orly en France. L'équipage était composé d'un commandant de bord très expérimenté de 47 ans, accompagné d'un copilote senior de 30 ans. Tous deux étaient assez expérimentés sur ce type d'appareil. Avec eux se trouvaient 4 membres d'équipage de cabine et les pilotes examinaient très attentivement leur documentation de briefing avant vol, parce qu'ils pouvaient voir que la météo à leur destination Paris-Orly n'allait pas être très bonne. Du brouillard, potentiellement givrant, avec une très mauvaise visibilité était prévu. Voici comment cela fonctionne. Si vous partez avec un plan de vol IFR, ce qui est toujours le cas pour les vols commerciaux, vous devez vous assurer que la météo à votre destination est suffisamment bonne pour que vous puissiez entamer une approche avec le minimum d'approches disponible. Donc, dans le cas de Paris-Orly, il s'agit de ce qu'on appelle une approche ILS de catégorie 3. Cela signifie que les pilotes peuvent descendre avec une visibilité aussi faible que 200 mètres. Ils doivent pouvoir voir la piste à environ 15 mètres de hauteur au moment de franchir son seuil. Mais il faut aussi pouvoir se rendre vers votre aéroport de dégagement. Et cet aéroport de dégagement doit en fait avoir une météo meilleure que cela. Donc si l'aéroport de dégagement est également équipé pour permettre des approches ILS de catégorie 3, eh bien, il faut alors que la météo soit suffisamment bonne pour effectuer une approche ILS de catégorie 1 sur votre aéroport de dégagement. Donc, au lieu de 200 mètres de visibilité, il vous faut maintenant environ 550 mètres. Si la catégorie 3 n'est pas disponible sur votre aéroport de dégagement, vous aurez besoin des minima d'approche de non-précision. Les règles ont été établies de cette manière afin que, si quelque chose arrivait à l'avion avec vos instruments, ainsi même près de votre destination, vous pourrez toujours vous dérouter et réussir une approche sur votre aéroport de dégagement. Vous pouvez partir vers votre destination même si la météo y est pire que pour votre meilleure approche disponible, car elle devrait s'améliorer. Mais dans ce cas, vous devez emporter suffisamment de carburant pour pouvoir rejoindre 2 bons aéroports de dégagement où la météo est meilleure que pour la deuxième, meilleure aide à l'approche. Mais ce matin-là, l'équipage a vu que la météo serait assez bonne pour voler. Une approche ILS de catégorie 3 à Paris-Orly, et la météo à Lyon était un peu limite, mais elle restait meilleure qu'une catégorie 1. Ce qui signifie qu'ils avaient légalement la météo requise pour se diriger vers Paris. Mais comme la météo était un peu limite, le commandant de bord a décidé d'embarquer 1 tonne de carburant de plus que le minimum requis. Cela lui permettrait d'entrer et d'attendre en circuit d'attente. Par exemple, s'il y avait des files d'attente à l'arrivée à Orly ou s'ils rencontraient d'autres problèmes, ils auraient simplement un peu plus de temps. Les pilotes ont ensuite poursuivi avec leur briefing et ont consulté leur NOTAM. Les NOTAM sont une liste d'éléments qui pourraient ne pas fonctionner correctement sur la route, par exemple les aides à la navigation ou à l'aéroport d'arrivée ou à l'aéroport de dégagement. Parcourez attentivement cette liste car certains éléments, comme une ILS de catégorie 3, peuvent vous empêcher de voler. Mais ils n'ont rien trouvé d'intéressant, alors ils ont procédé au briefing de l'équipage cabine, puis ils sont sortis vers l'avion. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'avion, ils ont décidé que le commandant de bord serait le pilote aux commandes pour ce premier vol. Une fois dans le cockpit, le commandant a pris le carnet technique de l'appareil. Vérifier le carnet technique est également extrêmement important car il peut contenir des éléments qui vous empêcheraient de voler. Certaines procédures, par exemple une approche ILS de catégorie 3, nécessitent que l'avion ait certains systèmes en fonctionnement. Le commandant de bord a consulté la liste des éléments en attente où sont répertoriés tous les défauts actuels de l'avion, mais il n'y avait rien. Selon le carnet technique, l'avion était en parfait état. Ce que le commandant de bord ne savait pas, c'est que cet avion en particulier avait en réalité rencontré pas mal de problèmes au cours des 6 mois précédant ce vol. Plus précisément, il y avait des problèmes avec l'unité de référence inerte des données aérodynamiques du côté gauche. C'est l'ADIRU. Le 737-800 possède 2 ADIRU. D'accord? Et ce qu'ils font, c'est qu'ils recueillent essentiellement toutes les informations provenant de toutes les différentes sondes à l'extérieur de l'avion, telles que le tube de pitot, la prise statique, les sondes de température et d'angle d'attaque.
mais elle combine également ces informations avec celles provenant de ces unités IRS, c'est-à-dire le système de référence inerte. Le système de référence inertielle est essentiellement un ensemble de 3 gyroscopes laser et de 3 accéléromètres qui mettent continuellement à jour les informations sur la position de l'avion. Il fournit des informations comme le cap, la route, la vitesse sol, l'assiette, ce genre de choses. Et il transmet ces données à la DIRU qui prend ces informations, les combine avec toutes les autres données, puis les envoie à l'ordinateur de contrôle de vol. De ce côté-là, il y a donc 2 ADIRU, 2 ordinateurs de contrôle de vol, et ils sont connectés à chacun des écrans, normalement avec les directeurs de vol et les pilotes automatiques, donc ces informations sont vraiment importantes. Et s'il y a un problème avec les informations provenant de l'ADIRU, eh bien, ces informations pourraient alors être transmises de manière erronée aux ordinateurs de contrôle de vol. Cela contrôle ensuite le pilote automatique et les directeurs de vol qui indiquent au pilote comment il est censé piloter l'avion. L'ADIRU de gauche, situé du côté du commandant de bord, avait été remplacé à 2 reprises durant les 6 mois précédents, parce qu'il envoyait des informations erronées et que les pilotes recevaient des messages de panne pendant le vol. Mais après chaque fois que cela se produisait, les problèmes ne pouvaient pas être reproduits au sol lorsque l'équipe de maintenance s'en occupait, donc ils étaient intermittents. L'équipe de maintenance avait reçu l'avion avec ces problèmes signalés par les pilotes. Ils avaient dans certains cas remplacé l'ADIRU à d'autres occasions. Ils n'ont pas pu reproduire le problème, alors ils ont simplement vérifié de quel problème il s'agissait. Ils essayèrent de l'isoler, mais comme cela n'était pas possible, la panne était effacée, le système était testé, il fonctionnait correctement, puis l'avion était remis en service. Il y avait aussi un autre problème que cet avion avait rencontré, à savoir un problème intermittent avec la connexion entre le radioaltimètre droit et l'ordinateur de contrôle de vol. Encore une fois, il s'agissait d'une panne intermittente. Le problème, d'abord signalé sur un vol, disparaissait pendant 5 vols avant de réapparaître. L'organisation de maintenance avait encore remplacé une partie du système sans identifier la source du problème. Et comme il n'y avait aucune panne actuelle sur aucun de ces systèmes, l'organisation de maintenance avait laissé sortir l'avion et, selon eux, il était exempt de défauts. Donc rien n'était inscrit dans le carnet technique. Le commandant de bord n'avait aucun moyen de connaître le passé de cet avion. À moins qu'il ne soit remonté très très loin pour examiner toutes les pannes survenues au cours des 6 derniers mois, ce qu'on ne peut pas vraiment attendre de lui. Et même s'il l'avait fait, puisque tous les problèmes auraient été corrigés par la maintenance, les pilotes n'avaient aucune raison de croire en une persistance quelconque. Ils ont donc terminé leur préparation avant vol. Ils ont embarqué leurs 149 passagers, effectué le pushback et ont commencé le trajet vers la piste pour décoller. À 7h46, le vol Royal Air Maroc 780 Sierra a décollé de la piste 03 à Rabat. Le commandant de bord a rentré le train d'atterrissage et a engagé le mode commande A comme d'habitude, puis a poursuivi une montée normale en direction de Paris-Orly. 1 heure après le décollage, l'équipage a remarqué le premier signe d'un problème. Cela s'est manifesté par un message sur l'unité d'affichage de contrôle indiquant « Dérive IRS gauche ». L'équipage n'a pas reconnu ce message, ne l'ayant jamais vu auparavant, et ils ont commencé à consulter leur manuel pour chercher ce que ce message signifiait réellement, mais ils n'ont trouvé aucune référence à ce message. Plus tard, on a découvert qu'ils n'avaient aucune information à ce sujet parce que Royal Air Maroc avait reçu un bulletin de service de Boeing indiquant qu'ils devaient mettre à jour le logiciel de leur FMC et ils l'avaient fait. Ils avaient installé la dernière version du logiciel, mais ils avaient oublié d'informer Boeing qu'ils avaient bien suivi le bulletin de service. Et à cause de cela, Boeing n'avait pas envoyé les nouvelles informations concernant tous les messages mis à jour à Royal Air Maroc. Donc l'équipage cherchait ce message, ils ne pouvaient pas le trouver. Mais vous savez, ils avaient quand même une idée de ce dont il s'agissait. Ils sont donc allés dans un sous-menu séparé à l'intérieur de l'ordinateur de gestion de vol. Ils ont examiné la position et la vitesse de chaque IRS et ils ont découvert que l'IRS gauche était dans une position sensiblement différente de celle de l'IRS droit et que la vitesse était également différente. Cela leur a donc fait penser qu'ils avaient potentiellement un problème avec l'IRS gauche. Mais ils ont également remarqué qu'il semblait que la position et la vitesse de l'IRS commençaient à converger avec celle de l'IRS droit.
Cela les a donc amenés à penser que le système était en train de se corriger tout seul, alors ils l'ont laissé de côté. De toute façon, ils n'ont pas pu trouver plus d'informations. Ils ont commencé à se concentrer sur la récupération des informations météo pour Paris-Orly alors qu'ils approchaient de la destination. Comme prévu, la météo à Paris-Orly n'était pas bonne. La visibilité variait entre 400 et 450 mètres avec un vent léger de direction variable et une température de moins 2 degrés. Le commandant de bord a donc commencé à préparer et à configurer une approche ILS de catégorie 3, exactement comme il l'avait prévu lors de leur briefing. Les procédures pour une approche ILS de catégorie 3 diffèrent légèrement d'une approche standard. Cela s'explique par le fait qu'une approche ILS de catégorie 3 se fait en autoland, où l'avion atterrit tout seul. Pour que l'avion puisse le faire, nous devons engager les 2 pilotes automatiques. Et nous ne pouvons le faire qu'après avoir reçu l'autorisation d'approche et armer le mode approche sur le pilote automatique. Donc, le commandant de bord a fait ce briefing. Ils ont réglé leur minima indépendamment de chaque côté à 50 pieds radio. Et une fois le briefing terminé, ils ont demandé la descente et ont commencé à descendre vers Paris. Pendant la descente, l'équipage a reçu un deuxième avertissement sur leur FMCC-DU. Cette fois, il indiquait « Vérifiez la position IRS. Maintenant, avec cet avertissement, ils avaient quelques indications à ce sujet. Mais comme ils étaient en descente et qu'ils avaient déjà examiné le problème de l'IRS auparavant, ils ont supposé qu'il s'agissait du même problème qu'avant. Nous l'avions déjà vérifié. Ça se réglait tout seul, donc ils n'y ont plus prêté attention. Au lieu de cela, l'équipage a poursuivi la descente. Ils ont contacté le contrôleur d'approche de Paris-Orly sur une nouvelle fréquence à 10h09. Le vol Royal Air Maroc 780 a été autorisé à descendre à 5000 pieds et a viré légèrement à gauche pour intercepter le localizer de la piste 06 pour une approche ILS de catégorie 3. L'avion a commencé à osciller légèrement de part et d'autre du localizer après l'avoir intercepté. Le contrôleur d'approche a vu cela et a demandé à l'équipage « Êtes-vous sûr d'être établi sur le localizer ?» Mais il n'a reçu aucune réponse de l'équipage. Et il est possible que cela soit dû au fait qu'à ce moment-là, l'équipage essayait d'engager le deuxième pilote automatique en fonction. Mais il n'avait pas encore été autorisé à l'approche, le mode approche n'étant pas armé. Donc, ils ne pouvaient pas faire cela à chaque fois qu'ils activaient la commande B, ce qui désactivait la commande A, et ils l'ont fait plusieurs fois. À 10h13 et 38 secondes, le contrôleur d'approche a de nouveau appelé l'équipage et leur a demandé de confirmer qu'ils étaient établis sur le localizer. L'équipage a répondu cette fois-ci et a confirmé qu'ils l'étaient. Et le contrôleur d'approche les a transférés à la tour, mais il ne les a pas autorisés à l'approche. Alors, les pilotes ont appelé le contrôleur de la tour, lui a dit qu'ils étaient établis sur le localizer et a demandé s'ils étaient autorisés à l'approche. Le contrôleur de la tour a répondu « Négatif, vous ne l'êtes pas. Rappelez-moi lorsque vous serez en finale à 5 miles, ce qui est un peu étrange, car pour que l'équipage puisse appeler à 5 miles en finale, il devait évidemment suivre l'approche ILS. » L'équipage a alors demandé s'il pouvait descendre à 4000 pieds. Cela a finalement poussé le contrôleur aérien à autoriser leur approche. Quand l'équipage a reçu l'autorisation d'approche, le commandant a activé le mode approche, cette fois en engageant la commande B. Cela a fonctionné, armant ainsi les 2 pilotes automatiques pour l'atterrissage automatique. Mais souvenez-vous que cet avion avait eu des problèmes de connexion entre le radioaltimètre et l'ordinateur de contrôle de vol du côté droit. Maintenant, ce même problème est réapparu. Et comme l'ordinateur de contrôle de vol du côté droit ne pouvait pas vérifier que les informations qu'il recevait de son radioaltimètre étaient correctes, il a alors désactivé la commande B, de même que dès que le capitaine avait activé la commande B, il s'est déconnecté à nouveau. Le commandant de bord essaie alors d'activer une seconde fois le pilote automatique B. Cela ne fonctionne pas, mais le changement provoque en fait la déconnexion du pilote automatique A, donc maintenant le commandant de bord doit réactiver le pilote automatique A. Il réalise un problème avec le pilote automatique. Impossible d'activer le deuxième, les empêchant d'effectuer l'ILS de catégorie 3. Actuellement, rien n'indique un problème du côté du copilote. Pas de drapeau d'altimètre radio ni rien de similaire. Mais ils doivent interrompre l'approche. Cela se produit à 3250 pieds, mais l'altitude de remise de gaz à Paris-Orly n'est que de 2000 pieds. Ce qui signifie qu'ils sont maintenant au-dessus de leur altitude de remise de gaz. Lorsque l'équipage signale au contrôleur qu'il ne peut pas continuer l'ILS de catégorie 3, celui-ci leur demande de stabiliser à 2000 pieds.
de suivre la procédure d'approche interrompue puis à indiquer leurs intentions. Quand l'équipage fait ça, ils préparent l'avion pour la montée. Ils se rendent immédiatement compte que la météo est trop mauvaise pour effectuer une autre approche à Paris-Orly. Ils doivent donc se dérouter. Mais heureusement, comme nous l'avons évoqué plus tôt, ils savent que la météo, bien que légèrement limite, reste meilleure à Lyon. Ils pourront donc effectuer une approche ILS de catégorie 1 là-bas. À ce stade, la charge de travail pour les pilotes commence vraiment à augmenter. Ils ont eu un petit problème avec le système IRS du côté gauche, mais ensuite, ils n'ont pas pu engager le pilote automatique du côté droit, ce qui ne semble avoir aucun rapport avec cette panne. Ils ont dû faire une remise de gaz non standard et sont maintenant en plein déroutement, ce qui ajoute une charge de travail supplémentaire, où le pilote doit parler à l'équipage de cabine, les préparer. Ils doivent contacter la compagnie pour savoir quoi faire avec les passagers après le déroutement. Et ils doivent également commencer à surveiller de très près leur état de carburant. Mais la situation va devenir bien pire pour ces pilotes. Et je vais tout vous expliquer après ce court message de mon sponsor qui me permet de réaliser ce genre de vidéo. Lire un texte ou regarder une vidéo peut être un excellent moyen d'apprendre les bases d'un sujet. Mais si vous êtes comme moi, et je suppose que c'est le cas, pour vraiment apprendre quelque chose, il vous faut de la pratique concrète. Vous devez vraiment utiliser les connaissances pour qu'elles s'imprègnent ici. Et c'est là que le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Brilliant, est un outil vraiment brillant, car Brilliant est une plateforme d'apprentissage interactive en ligne dédiée aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cela vous aide à acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie des concepts en mathématiques, en sciences et en informatique, en vous guidant à travers les sujets étape par étape de manière très interactive. Et en tant qu'éducateur moi-même, j'apprécie vraiment la façon dont Brilliant procède et j'aime beaucoup l'utiliser. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien ci-dessous, brilliant.org/mentorpilot. Profitez d'un essai gratuit de 7 jours pour le découvrir. Si vous l'appréciez, bénéficiez en plus d'une réduction de 20% sur l'offre premium. Cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à apprendre dès maintenant. Pendant leur déroutement vers Lyon, l'avion est maintenant en train de monter jusqu'au niveau de vol le plus économique pour le déroutement. Et pendant ce temps, le commandant essaie de régler une aide à la navigation VOR pour Lyon. Il s'agit d'une aide à la navigation au sol qu'ils peuvent utiliser pour connaître la direction de l'aéroport et la distance. Mais alors qu'il règle la fréquence, il ne semble pas pouvoir l'identifier. Il prend donc l'identifiant du VOR, Lima Sierra Echo, et il entre cela dans le FMC, et lorsqu'il le fait, le FMC lui indique que cette aide à la navigation est à plus de 3000 miles nautiques. Et le commandant de bord ne comprend pas pourquoi c'est le cas. Et cela commence vraiment à semer le doute dans l'esprit du commandant de bord quant à la situation de navigation de son avion. La raison pour laquelle cela se produit réellement est que le VOR Lima Sierra Yankee avait en fait été signalé inopérant par un NOTAM et avait été remplacé par une aide à la navigation temporaire avec un code différent. Mais ce NOTAM ne se trouvait pas dans la section habituelle pour la destination et l'aéroport de dégagement, il était dans la section en route. Ni le commandant de bord, ni le copilote ne l'avaient remarqué. Alors qu'ils approchent de leur aéroport de dégagement, Lyon, le commandant de bord commence à préparer l'approche ILS de catégorie 1 pour la piste 3-5 droite, et une partie de la préparation consiste à calculer la distance d'atterrissage et aussi à régler l'autofrein qu'il souhaite pour l'atterrissage. Le commandant de bord sélectionne le réglage de l'autofrein, mais lorsqu'il le fait, un voyant de désactivation de l'autofrein s'allume, indiquant que l'autofrein ne semble pas fonctionner. Ils prennent la checklist QRH des procédures anormales et la parcourent. Ils tentent de le réinitialiser sans succès, puis l'éteint. Ils doivent recourir au freinage manuel, ce qui n'est pas trop problématique. Mais vous pouvez commencer à voir ici maintenant qu'il y a de nombreux systèmes différents qui ne semblent pas être connectés les uns aux autres, qui tombent en panne. En fait, le système de freinage automatique utilise les informations provenant de l'ADI-RU gauche et comme il ne reçoit pas les bonnes informations, il ne s'active pas. Mais le commandant de bord n'a pas encore fait ce lien. À 10h44 et 43 secondes, l'équipage est transféré au contrôleur d'approche de Lyon. Ce contrôleur leur demande de commencer leur descente initialement au niveau de vol 9-0, puis de descendre à 3000 pieds pour des guidages radars en vue de l'approche ILS pour la piste 3-5 droite à Lyon. 2 minutes plus tard, il demande à l'équipage de virer à gauche sur un cap 020 degrés et sur ce cap, ils sont autorisés pour l'approche ILS complète, piste 3-5 droite. Alors que l'avion vire maintenant à gauche, le commandant de bord tend la main et engage le mode VAR Lock sur le pilote automatique.
Dans ce mode, le pilote automatique va d'abord intercepter le signal du localizer. Le commandant a ensuite l'intention d'armer le mode d'approche complète afin de capter la trajectoire de descente et commencer à descendre vers la piste. Il commence également à sortir les volets 1, puis les volets 5 et à ralentir l'avion. À mesure que l'avion se rapproche du localiseur, le contrôleur d'approche transfère l'avion au contrôleur de la tour de Lyon. Mais avant que les pilotes n'aient l'occasion d'appeler le contrôleur de la tour, le localiseur est capté. Les pilotes s'attendent à ce que l'avion tourne à gauche pour s'aligner sur la piste 3-5 droite, mais quelque chose d'inattendu se produit. Vous vous souvenez du petit défaut qui s'est glissé dans le système IRS gauche. Ce défaut affecte maintenant l'ADIRU gauche qui envoie des signaux erronés à l'ordinateur de commande de vol contrôlant le pilote automatique. Et au lieu que l'avion tourne à gauche pour intercepter le localizer, il commence maintenant à s'incliner. Il tourne de 30 degrés à droite, prenant un cap de 0,70 degrés, presque perpendiculaire à la route prévue. Au départ, les pilotes se contentent de surveiller le système sans agir. Et le commandant de bord pense qu'ils ont capté le mauvais localizer, ce qui le fait douter encore plus des informations qu'il voit devant lui sur son écran de navigation. Le pilote automatique réalise alors ses erreurs et commence à tourner à gauche. Mais bientôt, il devient évident pour l'ordinateur de contrôle de vol du côté gauche qu'il reçoit des informations erronées et il déconnecte le pilote automatique, laissant le commandant de bord piloter l'avion manuellement à nouveau. Mais l'avion se trouve maintenant à 1,6 miles nautiques de l'axe central, parallèle à l'axe central en descente. Le copilote contacte le contrôleur de la tour de Lyon. Mais pendant qu'ils font cela, ils sont en finale à 9 miles, ils sont à 1,6 miles à l'est de l'axe central, et le commandant de bord se rend compte qu'il ne pourra pas stabiliser cette approche. Une fois de plus, l'équipage informe le contrôleur qu'ils doivent remettre les gaz. Le contrôleur confirme et en informe l'équipage. De son point de vue, il ne semble même pas qu'ils soient proches du signal du localizer. Et cela ne fait que renforcer la perception de l'équipage qu'il y a un sérieux problème avec leur système de navigation. Ils entament la remise des gaz et ils sont censés monter à 5000 pieds et le commandant de bord pilote toujours à la main. Et ils dépassent l'altitude d'approche interrompue de 5000 pieds et continuent jusqu'à 5600 pieds où il engage la commande B, ce qui provoque une légère descente pour revenir à 5000 pieds. L'équipage reçoit l'ordre de revenir sur la fréquence du contrôleur d'approche de Lyon et le contrôleur d'approche donne à l'équipage un cap vers le sud pour commencer à préparer une nouvelle approche. Mais à présent, les choses vont se compliquer sérieusement. Parce qu'au moment où l'avion termine son virage, une valeur limite est dépassée à l'intérieur de l'ADIRU gauche. Cela provoque l'apparition d'une alerte de panne IRS sur le panneau IRS. Cela provoque également une alerte de précaution principale pour les pilotes, déconnecte le pilote automatique, retire les directeurs de vol du côté gauche ainsi que les informations d'assiette, de roulis et de cap pour le commandant de bord. Le commandant de bord continue de piloter l'avion à la main et il y a une checklist anormale de panne IRS à effectuer. Mais maintenant, la charge de travail est devenue tellement élevée pour cet équipage que le commandant de bord, au lieu de demander cette checklist, fait simplement. L'un des éléments dont il se souvient de mémoire, c'est qu'il met le commutateur de transfert IRS de normal à les deux sur la droite. Cette action fait partie de la checklist, cependant il y a beaucoup d'autres éléments importants dans la checklist également. Par exemple, elle indique à l'équipage de ne pas utiliser le pilote automatique pour l'approche. Cependant, le commandant de bord juge qu'après un déroutement et une remise de gaz supplémentaire, le carburant commence à manquer. Il doit accélérer les choses. Il doit poser cet avion au sol. Et il ne comprend pas pourquoi tous ces systèmes sont en panne pour lui. Pendant ce temps, le commandant de bord pilote manuellement l'avion avec des instruments très limités jusqu'à ce qu'il bascule les IRS tous les deux sur la droite. Et comme il fait cela de mémoire, il ne prête pas beaucoup d'attention aux instruments limités dont il dispose, ce qui signifie qu'il n'a pas remarqué qu'il a fait monter l'avion de 5000 pieds jusqu'à 6500 pieds. Lorsqu'il s'en rend compte, il tend la main et active la commande B. Il active également l'automanette et l'avion redescend alors à 5000 pieds. Les pilotes discutent à présent de la suite du vol. S'ils vont tenter une seconde approche à Lyon ou s'ils vont se dérouter plus loin vers Marseille. Pendant leur vol vers Paris, ils ont pris les informations météo pour Marseille. Mais cela remonte à longtemps et ils ne sont pas certains que le temps soit toujours clément à Marseille.
Ils accèdent à leur système ACARS, qui signifie Aircraft Communication, Address and Reporting System. Mais ils ne reçoivent qu'un message ACARS-NOCOM, ce qui signifie que l'ACARS ne reçoit aucune information. Donc, étant donné qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ni si c'est comme à Marseille, ils prennent la décision de faire une autre approche à Lyon, mais ils ressentent cette pression temporelle. Ils n'ont pas vraiment vérifié de près la quantité de carburant réellement disponible. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient constaté que cette tonne supplémentaire qu'ils ont emportée depuis Rabat leur est en fait très utile ici. Cela leur permettra d'attendre presque 20 minutes avant de pouvoir effectuer la prochaine approche sur Lyon et ils atterriraient tout de même avec plus que leur réserve finale de carburant. Et ces 20 minutes, ils auraient pu les utiliser pour passer systématiquement en revue la checklist non normale de la panne IRS par exemple. Ce qui leur aurait donné de meilleures indications et une meilleure base pour leur prochaine approche. Cependant, cela ne se produit pas. L'équipage se prépare plutôt à une seconde approche rapide vers Lyon. Et à partir des communications qui ont lieu à partir de maintenant, on entend clairement dans leur voix qu'ils commencent à être vraiment stressés par la situation. Je peux le comprendre. Ces gars doivent non seulement gérer la pression du temps, mais aussi le fait qu'ils ont effectué 2 remises de gaz dans des conditions météo limites. Ils doutent également de leur système. Ils doutent de la véracité de ce qu'ils voient devant eux. Et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi toutes ces pannes continuent de se produire. La charge de travail devait être énorme à ce moment-là, et cela va commencer à affecter leur gestion des ressources de l'équipage à partir de maintenant. Le fait que le commandant de bord ait basculé le sélecteur de mode IRS sur Both on Right a rétabli les instruments sur les 2 écrans principaux de vol. Mais le commandant de bord prend tout de même la décision qu'il vaut probablement mieux que le copilote soit le pilote en fonction, puisque les instruments semblent mieux fonctionner de son côté. Il remet donc les commandes au copilote et prend la radio en charge. Il contacte maintenant également le contrôleur d'approche de Lyon et lui indique qu'il rencontre des problèmes avec leur position. C'est la première fois que les contrôleurs sont informés du type de problème technique auquel l'équipage est confronté. Le contrôleur d'approche en prend note et lui donne un vecteur de virage à droite sur le cap 355 degrés pour intercepter à nouveau le localisateur de la piste 35 droite. Alors que l'avion vire sur ce cap, soudainement, le compensateur de lacet cesse de fonctionner. Cela aurait probablement aussi paru être une panne très aléatoire pour cet équipage. Cela ne semble pas lié aux autres pannes techniques qu'il rencontre. C'est en réalité une particularité du Boeing 737. S'il volte avec le pilote automatique activé et une panne de l'IRS, le compensateur de lacet est conçu pour se désactiver 30 secondes après l'activation du pilote automatique. Pour s'assurer que tout signal défectueux envoyé par l'IRS ne provoque pas également une action du compensateur de lacet qui ferait tourner l'avion dans la mauvaise direction. Mais bien sûr, ce sont des connaissances techniques très pointues. Et il est très peu probable que l'équipage, étant soumis à une charge de travail aussi extrême à ce moment-là, puisse se souvenir d'une chose pareille. L'équipage n'effectue pas la checklist appropriée liée à la panne du compensateur de lacet car ils sont en train d'intercepter le localizer. Lorsque l'avion intercepte à nouveau le plan de descente, la connexion défectueuse entre le radioaltimètre du côté droit et l'ordinateur de commande de vol perturbe les signaux vers le pilote automatique B. Dans ce cas, cela déconnecte le pilote automatique B et retire également les directeurs de vol des 2 pilotes. Cela signifie qu'à partir de ce moment, l'équipage va devoir piloter manuellement une approche ILS en données brutes. Et je tiens à préciser que nous nous entraînons à piloter manuellement des approches en données brutes dans le simulateur. C'est en fait un excellent exercice de gestion des ressources de l'équipage, car la charge de travail augmente énormément pour le pilote en fonction. Le pilote en fonction doit maintenant anticiper les mouvements de poussée, car chaque fois que vous ajoutez de la poussée, l'avion va cabrer un peu et lorsque vous la réduisez, il va piquer du nez. Il en va de même lorsque vous changez de configuration et que vous devez augmenter énormément la vitesse de balayage de vos instruments. Parce que si vous vous concentrez trop, par exemple, sur le maintien du localizer, vous risquez de perdre la trajectoire de descente. Se concentrer excessivement sur la trajectoire de descente peut entraîner une perte de vitesse. Quand vous avez le directeur de vol s'occupe de la plupart de ces éléments, vous n'avez pas besoin de balayer aussi rapidement, mais cela signifie aussi que vous devez chronométrer,
Par exemple, lors de votre checklist d'atterrissage, assurez-vous que le pilote en fonction ne corrige pas pendant que vous la commencez. Ainsi, il ou elle ne pourra pas suivre et vérifier correctement la checklist. Mais bien sûr, dans ce cas, l'équipage est déjà soumis à une charge de travail énorme et ils n'ont pas anticipé cela ni s'y sont préparés mentalement. Donc pendant que cela se passe et que le copilote est le pilote en fonction, il transmet simplement les commandes au commandant de bord. Cela se produit à l'instant où l'avion intercepte le plan de descente. Donc, l'avion va devoir immédiatement piquer du nez afin de suivre le plan de descente. Le capitaine fait cela, mais il en fait un peu trop. Il augmente trop la vitesse verticale et commence à passer sous le plan de descente. À 11h08 et 38 secondes, le commandant de bord informe le contrôleur d'approche qu'il poursuit l'approche manuellement. C'est insensé pour le contrôleur d'approche. Il l'appelle donc et demande de confirmer s'il a la piste en vue, ce à quoi le commandant de bord répond par la négative. Le commandant de bord gère désormais simultanément la radio et le pilotage manuel de l'avion, probablement en raison de la rapidité des événements. Mais ils n'ont pas eu le temps de transmettre formellement la gestion de la radio au copilote. Dès lors, les échanges suivants entre le commandant de bord et le contrôleur aérien se déroulent en français, la langue maternelle du commandant. C'est un autre signe de surcharge potentielle pour le commandant de bord, car jusqu'à présent, il faisait tout en anglais, mais maintenant, il revient au français. Le commandant de bord demande au contrôleur de confirmer qu'ils sont sur le bon localiseur. Cela montre à nouveau son manque de confiance envers les instruments à sa disposition. Le contrôleur d'approche indique que, bien qu'il ne puisse pas confirmer la capture du bon plan de descente et du localiseur, tout semble correct de son point de vue. Le contrôleur d'approche demande maintenant à l'équipage de passer sur la fréquence de la tour de Lion, et à ce moment-là, le copilote prend la radio et effectue le changement. Il sélectionne le train d'atterrissage en position basse et, à 950 pieds, ils sont 2 points en dessous du plan de descente. Sur la trajectoire de descente, un avertissement GPWS de trajectoire de descente est déclenché. Cela coïncide avec une alerte de sécurité d'altitude minimale au poste du contrôleur d'approche. Évidemment, il a déjà confié l'équipage au contrôleur de la tour. Il ne peut donc pas les prévenir. Le copilote prend maintenant contact avec la tour et l'approche se poursuit bien en dehors des critères d'approche stabilisés. Ils sont toujours plus d'1,5 point en dessous et ils commencent maintenant à dévier vers la gauche de l'axe central également. Le contrôleur de la tour peut voir cela et il demande à l'équipage s'ils ont la piste en vue, ce à quoi ils répondent négatif. L'alerte GPWS de trajectoire de descente continue de se déclencher et elle émet également un avertissement de taux de descente excessif lorsque la vitesse de descente dépasse 2250 pieds par minute. À 560 pieds au-dessus du sol, l'avion est à 162 nœuds et la vitesse augmente. Il y a un point 4 points sous la trajectoire de descente et le copilote appelle maintenant la tour et dit « Nous sommes, nous sommes, nous sommes ». Remettez les gaz Air Maroc alors qu'il annonce cela. L'avion sort en dessous des nuages et les pilotes peuvent commencer à voir la piste. Ils se rendent compte qu'ils sont entre la piste 3-5 droite et la 3-5 gauche et qu'ils sont très très bas. Le commandant de bord décide de poursuivre l'approche et de décaler vers la droite afin de s'aligner avec le localiseur de la piste 3-5 droite. À 400 pieds, ils ne sont toujours pas configurés pour l'atterrissage et volent à 178 nœuds. Alors qu'ils poursuivent l'approche, le copilote contacte à nouveau la tour et leur dit qu'en fait, nous allons poursuivre l'approche. À 240 pieds, ils reçoivent une alerte terrain trop bas de l'EGPWS. La tour les appelle et leur demande de confirmer qu'ils ont la piste en vue, ce à quoi l'équipage répond par l'affirmative. Ils poursuivent l'approche et, alors qu'ils descendent à 180 pieds, ils sont encore à 1 km de la piste 3-5 droite. Ils reçoivent encore d'autres avertissements de terrain trop bas, mais ils continuent tout de même vers l'atterrissage. L'équipage est maintenant autorisé à atterrir et, alors qu'ils passent à 80 pieds, ils sélectionnent les volets 40 pour l'atterrissage. 10 secondes plus tard, l'avion touche la piste 3-5 droite. Il touche la piste environ 150 mètres après la zone de posée, à une vitesse de 159 nœuds. Il décélère normalement et quitte la piste sans autre incident. Après s'être garés au point de stationnement, ils font débarquer les passagers et le commandant contacte la compagnie. Il leur parle des différentes pannes techniques rencontrées et les consigne dans le carnet technique. Mais il ne mentionne pas l'approche non stabilisée ni les multiples alertes GPWS reçues.
En conséquence, le disjoncteur de l'enregistreur vocal du cockpit n'a pas été retiré, empêchant la sauvegarde des enregistrements vocaux pour l'enquête ultérieure. Tout ce que vous avez entendu ici provient de l'enquête. Celle-ci est basée sur les entretiens qu'ils ont menés avec l'équipage de conduite, les contrôleurs aériens et l'enregistreur de données de vol auxquels ils ont eu accès. Comment cela a-t-il pu se produire initialement et pourquoi le commandant de bord a-t-il choisi de poursuivre une approche visiblement non stabilisée? Eh bien, l'équipe d'enquête sur l'incident aérien a examiné toutes les données dont elle disposait et elle a découvert qu'il y avait de mauvaises pratiques concernant la déclaration des défauts techniques dans le carnet technique. Chez Royal Air Maroc, cela a conduit le service de maintenance à ne pas pouvoir appliquer les bonnes techniques d'isolement des pannes qu'il devait utiliser. Et cela a permis à ces deux dysfonctionnements distincts de se retrouver sur le vol de l'incident. Ces deux dysfonctionnements ont interféré avec le pilote automatique, le directeur de vol, le compensateur de lacet et le freinage automatique, d'une manière qui a créé beaucoup de méfiance entre l'équipage et l'avion. La pression temporelle et la mauvaise gestion des ressources dans le cockpit ont poussé le commandant de bord à vouloir simplement poser l'avion au sol. Et c'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Une fois qu'il a vu la piste, il a entendu que le copilote demandait une remise de gaz. Mais il a dit « Je ne veux plus piloter cet avion avec ses pannes. Je vois la piste là-bas. Je vais juste poser l'avion au sol et le confier à un ingénieur. » Ce qui est vraiment incroyable ici, c'est qu'après cet incident, Royal Air Maroc a fait appel à un ingénieur de maintenance en ligne qui est allé essayer de s'occuper de l'avion. Mais encore une fois, il n'a pas pu reproduire la panne une fois que l'avion a été démarré et vérifié au sol. Donc, cela s'est terminé avec le même pilote qui a piloté le même avion le même jour. De retour à Orly, Paris, où ils ont fait monter les passagers à bord. Puis, ils ont piloté l'avion jusqu'à Marrakech. Lors de l'approche vers la ville, le copilote était aux commandes. Le pilote automatique s'est encore déconnecté. Plusieurs recommandations sont issues de cette enquête, dont certaines étaient destinées à Boeing, pour avoir permis qu'une panne de l'IRS comme celle-ci affecte les ordinateurs de commande de vol d'une manière telle que l'avion puisse commencer à s'écarter de la trajectoire de vol prévue. Cependant, Royal Air Maroc a également reçu des commentaires sur la façon dont les commandants de bord prenaient des notes. Les problèmes consignés dans le carnet technique devaient être plus précis et couvrir toutes les différentes pannes qu'ils avaient rencontrées. Il y a également eu des remarques concernant la façon dont l'équipage avait géré la gestion de la panne technique et l'utilisation de la checklist QRH. Et les deux pilotes ont reçu une formation théorique au sol. Et également 2 séances de simulateurs de 4 heures axées sur les problèmes liés au système IRS et sur la manière d'effectuer des approches manuelles en utilisant uniquement les données brutes. Pour continuer à regarder des vidéos d'accidents et d'incidents aériens, cliquez sur la vidéo juste ici. J'espère que vous avez vu et que vous vous êtes abonné à ma nouvelle chaîne Mentour Now où je propose du contenu plus technique sur l'aviation. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à rejoindre mon équipe Patreon. Cela m'aiderait énormément. Passez une excellente journée, à la prochaine. Au revoir.